Bonjour, alors bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque et nous sommes le matin, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et on est même proche de 7 heures et il fait aussi sombre que ça parce que en fait en ce moment aujourd'hui c'est pas mal la grosse tempête de pluie. Oui, tempête de pluie avant Noël, c'est pas super plaisant puis j'espère en fait ça créera pas de problématiques pour certaines personnes parce que c'est des vraiment grosses quantités de pluie qui sont arrivées en l'espace de moins de 24 heures donc habituellement c'est pas nécessairement toutes les installations municipales qui sont capables d'accueillir ça. Les sols sont saturés et tout. Donc, on va se croiser les doigts pour que ça soit correct pour tout le monde. Puis, ben, je vais dire que égoïstement, j'aurais goût que ça soit correct chez nous. Parce qu'on a déjà eu des historiques de petites réactions post-grosse pluie. Mais ça fait longtemps que ça s'est pas passé. Donc, on va se croiser les doigts pour que ce soit correct cette fois-ci. Mais peu importe, j'ai quand même une journée de congé devant moi. Mais congé, bof, c'est-à-dire que oui. Mais j'ai des engagements plus personnels, donc à la fois pro puis médical, ils vont être plus comme avant midi puis midi. Donc, je vais essayer quand même de m'y mettre un peu ce matin, puis m'assurer que cet après-midi, j'ai un moment qui va être juste pour moi, pour me relaxer, pour mon dernier droit avant les fêtes au boulot. Donc, voilà, ça va ressembler un peu à ça aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce que je vais lire. Bien entendu que comme à votre habitude, comme vous êtes habitué maintenant, je vais avoir le chapitre du jour à lire dans la romance de l'Avent de Sophie Gemin. Et je continue toujours en déplacement le fameux livre audio de Chagrin d'école de Daniel Pénac, lu par l'auteur. Et comme j'ai un peu de déplacement à faire aujourd'hui, c'est bien, ça va me le faire avancer. Et sinon, ben, je vais voir ce que je vais potentiellement lire aujourd'hui. Est-ce que je vais lire autre chose? Est-ce que je vais lire des BD? Est-ce que je vais me trouver une petite plaquette à lire parce que ça va me tenter? Je vais y aller vraiment au feeling, encore une fois. Comme je vous dis, les congés, pour moi, c'est sacré maintenant. Ça fait partie de comment j'arrive à ressourcer ma réserve d'énergie de la semaine. Donc, c'est bien important pour moi d'y aller en mode j'y vais avec mon instinct et mon envie du moment. Alors sinon, ben, on va se consacrer encore à ce fameux calendrier de l'Avent, n'est-ce pas? Alors, pour les thés, on est rendu aujourd'hui au 18. On va ouvrir ça. J'admets que hier, j'ai pas bu mon thé non plus parce que j'avais quand même une séance de thé au château et un petit moment avec ma maman pour sa fête. On a pas mal bu d'infusion. Donc, ah ben c'est chouette. Un autre rooibos, fait que c'est gentil quand même. Donc, genre 2 rooibos à consommer potentiellement aujourd'hui. Donc, rooibos à la vanille. Je vais voir si c'est pas trop fort comme odeur. On va sentir ça. Ouais, ça a l'air quand même assez parfumé, mais c'est de Pure Tea. Donc, je sais pas. On voit pas grand-chose dans celui-là. Je vais vous le montrer, mais je pense pas qu'on voit vraiment un détail du contenu de la pochette. Ça arrive même pas par la focus. Ouais, c'est plus des petites mietouilles. Mais ça sent bon. Donc, écoutez, 2 rooibos. Puis hier, je me souviens plus c'était quoi. C'était un thé vert avec une arôme, il me semble. Thé vert framboise crème. Il me semble que c'est ça. Donc, j'aurai ça peut-être à semer cette semaine si jamais je suis en mal d'infusion au boulot. On verra bien. Alors, ben voilà, écoutez, j'ai pas d'autres trucs à vous présenter ce matin dans cette noirceur et cette granulosité de l'image. Et on va dès maintenant commencer le tout. Alors, allez, c'est parti. On se lance. Hey, bonsoir. Alors, écoutez, je vous prends rapidement en direct de la studio mobile dans la grosse pluie. Parce que je viens juste vous dire que j'ai été heureuse d'avoir un petit avis en fin d'après-midi qui me disait que j'avais reçu un livre en réservation à la bibliothèque. Puis là, je me suis dit, je vais attendre, parce que bon, en raison du temps des fêtes, j'avais un temps plus long pour aller chercher ma réservation, mais je voulais vraiment l'avoir. Puis là, je me suis trouvée un petit peu extrême parce que la température à l'extérieur est vraiment pas super sécuritaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des trompes d'eau depuis hier, puis il y a encore beaucoup d'eau sur les routes. Donc, c'est sûr que c'est pas super. Il fait noir, l'aquaplanage et tout. Donc, c'est certain que j'ai fait ça prudemment, mais c'est un petit peu niaiseux, entre guillemets, de sortir pour ça, mais je peux pas résister. Je suis la première, dans le fond, je l'avais demandé je vais essayer de vous mettre, mais comme j'ai la ring light, je pense que vous allez avoir un reflet de toute façon. Bon, comme ça, disons. J'avais demandé à la bibliothèque si c'était possible d'acheter Le secret des bonbons pamplemousse.
Alors, c'est de Camille Monceau et Virginie Blanchet, puis je l'ai vu tellement passer souvent. Dans le fond, j'ai tellement vu passer souvent chez les collègues BookTube que je me suis dit que j'ai résisté à l'acheter. Parce que je ne savais pas trop si j'allais aimer ça ou pas. Donc, je me suis dit, soyons raisonnables, soyons conséquentes et allons à la Bibli. On l'a reçu juste avant Noël. Je suis tellement contente. Ça se souvient que je commence ce soir, je pense. Ah, ça a l'air vraiment excellent. Donc, je vais peut-être vous montrer quelques planches. Si j'y arrive, ça se peut que vous ne voyez pas, sinon je vais vous la remontrer mieux tantôt de toute façon. C'est très tendre et texturé, donc voilà. Puis je vais quand même vous lire la quatrième de couverture pendant qu'on y est. Alors, c'est parti. Alors que l'été approche, les habitants de la confiserie Ito Konpeito, où l'on fabrique ces petits bonbons japonais à base de sucre parfumé, va revenir Mayumi pour la première fois depuis 1 an. Personne ne connaît les raisons de sa longue absence, à l'exception de Shiro, le chat. À mesure que les journées s'égrènent au rythme des saisons et des rituels, les secrets des unes et des autres se dévoilent. Dans un Japon rural contemporain, une chronique familiale subtile, poétique et engagée, où les femmes qui la composent tentent de guérir de leurs blessures, du poids de la société et des non-dits. Ça a l'air tellement excellent. Je suis pas sûre que je vais résister à ne pas le lire ce soir. En plus, il y a presque pas de texte. Puis je vais voir si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain, mais ça se peut que je résiste pas. Je pense que je vais peut-être le lire ce soir, mais je sais pas si je vais le chroniquer dans ce vlog-ci. Donc écoutez, je vous laisse parce que là, vous allez avoir eu 2 fois des images pas super stimulantes en mode éclairage d'histoire de peur. Mais sachez que j'aurai à vous parler quand même de ma fameuse lecture de la romance de l'Avent. J'ai une petite confession à vous faire. Et j'ai lu un autre roman graphique, donc ça sera peut-être une journée graphique. Alors, brace yourself, ceux qui n'aiment pas ça, je suis là pour vous proposer de vous laisser porter par des possibles en roman graphique. Alors sur ce, je vous dis à tout de suite et je vais reprendre la route très prudemment vers la maison, coquine que je suis. Bonsoir, alors j'ai survécu à la route, j'ai été super prudente et donc j'ai mérité d'être en pyjama. Oui, de toute façon vous êtes rendus habitués. Alors, je vous retrouve pour vous parler de mes lectures parce que finalement, j'en ai quand même lu pas mal aujourd'hui. Malgré tout, même si j'ai pris ça super relax, je me fais une petite sieste cet après-midi qui n'est pas vraiment mon genre. Tout d'abord, pour ma confession par rapport à la romance de l'Avent, on va tout de suite régler ça. Donc, j'ai lu mon chapitre de la journée de Un cœur pour Noël. Mais dans ce chapitre-là, en tout cas celui du 18 décembre, préparez-vous mentalement pour ceux qui ont du retard à prendre. Ça se termine sur vraiment une fin suspendue, surprenante et inquiétante. Et j'ai pas été capable de pas ouvrir le chapitre de demain. C'est juste ça, c'est pas comme la cata. Donc, j'ai ouvert le chapitre de demain pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc, je l'aurais lu. Mais je me suis vraiment posé la question parce que là, il me reste 5 chapitres. 1, 2, 3... Ouais, 5 chapitres à ouvrir. Puis, même si j'ai trouvé ça super plaisant, le principe du concept du calendrier de l'Avent littéraire en forme de chapitre, je pense que c'est moins dans mon genre de lecture. Une fois que je suis bien dans l'histoire, j'aime bien continuer d'un souffle. Puis, ben, c'est sûr que je trouve que ça crée des césures. L'autrice Sophie Germain, jusqu'à maintenant, maîtrise vraiment bien la formule. C'est pas une question de manque de talent de sa part, absolument pas. La preuve, c'est qu'elle a réussi à me faire flancher alors que je suis très psychorigide quand je dis quelque chose comme ça. Mais je me suis quand même demandé, est-ce que je poursuis vraiment ça? Parce que dans le fond, il me reste 5 chapitres, puis je me suis dit, cet après-midi, j'ai failli le lire au complet. Genre, j'ai figé pendant 15 minutes en me disant, qu'est-ce que je fais? Puis finalement, mon petit côté rigide, là, je pense. On a un petit côté déterminé, bonne petite fille sage qui a dit qu'elle allait faire quelque chose puis qui va le respecter, a comme finalement prévalu. Et je me suis retenue pour les autres chapitres. Mais je pense que j'aurais comme le goût de terminer. Fait qu'écoutez, je vous promets rien. Il me reste 5 jours à lundi, c'est pas beaucoup. Mais je vais essayer de tenir jusqu'au 24 à un chapitre par jour. Puis ça se pourrait que je l'échappe puis que je lise au complet, puis c'est comme ça. Mais je vous avertirai si jamais j'en fais la critique. Je vous avertirai quand même dans le vlog pour que ceux qui n'ont pas encore terminé ne soient pas comme divulgachés. On leur divulgage pas des choses importantes du récit. Donc voilà, c'était ma lecture, mais c'est juste pour vous dire que, ben oui, c'est vrai.
Je pensais pas que ça allait m'arriver parce que je me disais, bah, ça va quand même, c'est une romance de l'avant, c'est pas non plus. Mais là, c'est sûr que Sophie Chomé a quand même le don d'insérer justement des dimensions autres à une histoire qui pourrait s'apparenter un petit peu plus en surface. Cela dit, dans les chapitres que j'ai lus, on aborde des sujets graves, mais ça me donne l'impression que ça déboule vite. Donc là, on dirait que j'ai l'impression qu'on va peut-être plus passer par, peut-être pas des raccourcis, mais des choses qui sont un petit peu plus, voyons, je vais le dire, narré à gros traits, disons, ou un petit peu plus dans les archétypes. Peut-être que ça va changer, mais là, où je suis rendue, en tout cas, je sens que peut-être qu'il y a des petits raccourcis qui vont être pris, puis c'est tout à fait normal parce qu'on approche de la fin. Mais je vous rappelle que c'est une romance dont le public est destiné à un public adolescent et qui met en scène des jeunes adultes. Puis je pense quand même que ça fait partie du... C'est sûr que pour ce lectorat-là, je pense que ça capterait l'attention suffisamment. Là. Ça, c'est mes yeux d'adulte qui sont quand même en hyper-analyse. Pour le moment, je passe un super bon moment. Là. Fait que c'est juste que quand même, je remarque ça, puis je me dis, peut-être qu'on dirait que c'est comme s'il y a beaucoup de boucles à boucler. Puis, les chapitres commencent à manquer. Donc, on verra bien. Peut-être que c'est juste ce chapitre-là là, qui est un petit peu mou du fil blanc, disons, on va dire. Alors, voilà. Donc, j'ai lu ça. Sinon, j'ai découvert ceci que j'avais acheté. C'est pas comme si c'était une surprise. Que j'avais acheté dans un petit périple quand j'étais allée à Burlington, à notre super librairie Phoenix Books. Donc, c'était Things in the Basement de Ben Atke. Et c'est publié chez First Second en anglais. Mais c'est également disponible en français. Donc, je vais vous mettre la vignette. Ça a été traduit. C'est paru au Québec peut-être, il me semble que c'est il y a 2-3 semaines ou un mois, je me souviens plus, mais peut-être pas beaucoup plus que ça. Donc, à temps pour Noël. Alors, Ben Atke, c'est un auteur que... Puis peut-être que je dis pas son nom comme il faut. J'ai toujours dit Ben Atke, mais peut-être qu'il ne faut pas prononcer la fin, j'ai aucune idée. C'est traduit du... Je me souviens plus c'est quoi. Il me semble que c'est un pays... peut-être qu'il écrit en anglais directement. Mais il me semblait que c'était un pays de la Scandinavie. Mais peut-être que je me trompe. Donc, Ben Atke, moi, je l'ai connu... Ah, attendez un petit peu, j'ai les crédits ici. First edition, blablabla. OK, fait que ça a été écrit en anglais en premier, fait qu'il n'y a pas de problème. Donc, je l'ai connu, moi, avec sa série Zita. Donc, Zita dans l'espace. Zita, fille de l'espace, puis aussi, en anglais, en anglais, c'est Mighty Jack, mais c'est Jack et le haricot géant. Je me souviens plus c'est quoi en français, mais je vais vous montrer comme les couvertures en anglais. Ça va peut-être quand même vous donner une petite idée. Donc, c'est ces séries-là ici. Je ne sais pas si le focus va se faire parce que je vois absolument rien. J'avais connu comme ça. J'ai toujours beaucoup aimé son imaginaire, les dessins. On est vraiment dans la simplicité et l'efficacité. Il y a toujours beaucoup... ça aborde souvent des sujets comme l'amitié, la détermination, les peurs, l'aventure. En tout cas, dans Zita et dans Jack. Dans celui-ci, on était vraiment ailleurs. Et puis, dans le fond, pour rappel, là, je l'ai en anglais, mais en gros, ça dit que c'est l'histoire de Milo qui déménage avec sa famille dans une nouvelle maison. Mais il y a des choses dans le sous-sol. Et il va s'enfoncer de plus en plus en profondeur en rencontrant des amis et des ennemis dans le monde sombre qui semble fourmiller sous sa maison. Donc, au départ, la prémisse, c'est qu'on va retrouver en effet Milo qui, de ce qu'on comprend, vient d'aménager dans la maison et qui a deux frères et sœurs. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est deux sœurs, mais bref, il y a deux membres de sa fratrie qui semblent être des jumeaux ou des jumelles. Donc, on va le voir ici. Et il va partir à la recherche de cette chaussette-là, qui est une chaussette spéciale qui est comme un peu pas le doudou, mais l'espèce de porte-bonheur d'une de ses sœurs. Et sa mère va dire, elle va la chercher, elle doit être dans le sous-sol à côté de la laveuse parce que, dans le fond, elle a dû rester là. Et là, Milo va courageusement aller dans le sous-sol et déjà, ça vous donne un peu une idée. À partir de ce moment-là, on va vraiment alterner entre des narrations muettes, donc vraiment silencieuses. Milo, dont on ne voit jamais les yeux d'ailleurs, comme vous pouvez voir ici. Là.
Et on va alterner avec ça. Il va y avoir toujours, ça va vraiment être un peu comme un film, on va avoir juste comme les bruits, comme on voit le son de la porte qui grince. Après ça, on va lire qu'il va allumer une lumière, donc le clic de la lumière. Puis là, moi, si j'aime beaucoup cette partie-là, là, voyez-vous la laveuse dans la proche de la chaufferie. Donc, on voit ici Milo qui cherche le bas, qui essaie de le trouver. Et puis là, finalement, ce qui va arriver, c'est qu'il va soudainement voir un rat. Un rat qui, on dirait, a décidé de saisir le bas de sa petite sœur dans sa bouche et de se sauver avec. Et Milo va finalement être déterminé à le suivre et à chercher le bas de sa sœur. Il va se rendre compte que derrière la chaudière, donc on va le voir ici, je ne vais pas tout vous faire l'histoire, mais juste pour vous mettre en contexte, il semble y avoir une porte et là, cette porte-là va mener à une autre pièce. Et ce que j'ai remarqué par après, je ne sais pas si c'est moi qui fais de l'analyse, mais dans le fond, ça va être à une autre pièce, à une autre pièce, à une autre pièce, et puis ça va aller, puis plus il va descendre dans le sous-sol, il va rencontrer divers univers, diverses créatures de l'ombre. On est quand même un petit peu dans l'absurde, on est un peu dans... C'est juste des éléments de fantastique. C'est pas, tu sais, parce que ça reste que Milo, c'est un garçon, mais dès qu'on arrive dans le sous-sol, on est vraiment ailleurs. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand on va rencontrer dans les pièces, il va commencer dans une pièce où il y a des vieux objets. Là, on sent ici un Buppet, je pense, en tout cas, mais c'est un jeu qui date des années 80. Puis après ça, plus ça va aller, puis plus il va s'enfoncer. Puis quand il va s'enfoncer, il va tomber dans des pièces où il va retrouver de plus en plus des choses qui sont de plus en plus anciennes. Donc, c'est comme s'il remontait dans l'histoire. Parce que là, voyez-vous, il va tomber dans une pièce qui est un peu à l'ancienne, puis où on parle ici de prohibition, il a l'air d'avoir des alambics. Et là, il va continuer à s'enfoncer parce qu'à chaque fois, il essaie d'attraper le rat, puis ça ne marche pas, puis il y a des passages secrets qui vont s'ouvrir. Regardez comment c'est tellement bien fait, là, la composition visuelle. Regardez ça. Il découvre un nouveau passage, il allume la lumière. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. Puis là, il va se ramasser, par exemple, ici, on sent qu'il est dans un moment où ça va évoquer une période artistique. Et plus ça va aller jusqu'à se retrouver dans, je vais vous montrer, si j'arrive à le faire sans trop vous divulgacher, mais jusqu'à se retrouver dans des cavernes. Je pense que je ne vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment plus loin, fait que je ne veux pas non plus... on va arriver même dans un endroit ici où ça fait quasiment penser au Seigneur des Anneaux, mais c'est quasiment moyenâgeux. Puis on va même finir par atteindre un peu comme les grottes de Lascaux, je pense, oui, les peintures rupestres. Là, donc, c'est un petit peu ça. Mais par contre, au fur et à mesure de sa descente, il va rencontrer premièrement un crâne qui va se mettre à être son ami, puis essayer de le guider puis de l'aider. Ainsi qu'un drôle de personnage qui est comme il va l'appeler Weepy parce que c'est un œil pleureur avec des pattes. Je sais pas si on va le voir bien, mais ouais. Un œil pleureur avec des pattes. Donc, ils vont avoir ces deux compagnons un peu particuliers-là qui vont l'accompagner dans sa quête. À chaque fois, essayer de retrouver le rat en descendant, en remontant, en descendant dans le sous-sol, puis on comprend un peu en remontant un peu le temps, puis en se ramassant dans une espèce d'espace au temps suspendu. Il va également rencontrer le fantôme d'une jeune fille. Je ne vous dirai pas pour quelle raison cette jeune fille est là, pourquoi elle est un fantôme et tout. Et éventuellement, va finir par rencontrer l'espèce de créature affreuse qui hante en fait le sous-sol et qui semble à la source de beaucoup de problèmes. Donc, je vous en dirai pas plus pour ne pas vous divulgacher, mais voyez-vous, je vous ai dit ça, puis c'est même pas 5% de ce qui se passe. C'est rempli d'action. Regardez comment c'est. Ouais, ça, c'est un des trucs, justement, il arrive dans les peintures rupestres, je vais vous le montrer. C'est rempli d'action. En même temps, il n'y a presque pas de dialogue. On est vraiment dans le non-dit. Dans le non-dit, en fait, parce que là, un peu, ces personnages qu'il va rencontrer, je vais vous montrer... Attention aux âmes sensibles, ça ressemble à ça, la créature qu'il va trouver, dans le fond. Là, donc, ça, je laisse faire. Puis, dans le fond, on est vraiment dans justement des dialogues qui sont à l'essentiel. Donc, ça va être, on va comprendre par l'action, on va comprendre par le découpage, par les changements de colorimétrie. Il y a des parties qui sont sombres. Dès qu'ils changent d'époque, ils vont changer de dominante de couleur. Voyez-vous, quand il arrive à l'époque où c'est la prohibition, on est dans le bleu-gris. Quand il arrive dans la partie où c'est plus une période un peu d'art, un peu plus... dans le fond, il y a même, je pense, un dessin de Leonardo da Vinci. On est dans les sépias. Après ça, il va arriver dans la partie ici, on est dans les mauves.
Puis quand il va arriver dans le fond, dans le rupestre, je pense qu'il est dans le orangé. Puis dès qu'il arrive après ça dans l'espèce d'endroit de non-retour, on est vraiment dans le grisâtre, donc vraiment plus dans les couleurs qui sont plus réalistes. Donc j'ai vraiment adoré ça. C'est un coup de cœur pour moi. C'est vraiment grinçant par contre, donc je sais pas. C'est pour les plus jeunes, mais je pense que ça prend quand même un enfant qui est peut-être pas trop... qui n'a pas l'imaginaire qui va marquer trop parce que, attention quand même à ça pour les sensibilités, c'est pas terrible. C'est juste que c'est juste que à la fois l'allure des créatures qu'il va rencontrer et une partie de l'intrigue dont je peux pas beaucoup vous parler, mais qui fait comme un petit peu en sorte que, en tant que lecteur, on va se poser la question, est-ce que Milo va vraiment parvenir à retrouver la fameuse chaussette de sa sœur et à se sortir de cette espèce de sous-sol bizarre-là. Donc, c'est sûr que ça peut peut-être marquer les jeunes esprits. Donc, je vous dirais que c'est à vous de déterminer si c'est correct ou pas pour les plus jeunes. Mais moi, en tout cas, comme adulte, j'ai vraiment adoré ça. Puis maintenant qu'il est sorti en français, je pense que ça serait une bonne façon de le lire aussi parce qu'il n'y a presque pas de dialogue. Donc, à mon avis, il y a peu de chances qu'il y ait des petites maladresses. Ben, pas des maladresses parce que c'est difficile la traduction, mais je parle des difficultés à faire en sorte qu'on apprécie autant la plume en anglais qu'en traduction française parce qu'il n'y a pas tant de jeux de mots ou de trucs comme ça. On est vraiment plus dans l'action. Donc, ça vaut la peine. Fait que même pour ceux qui lisent pas en anglais, ça vaut le coup. Mais comme je vous dis, il y a vraiment des grandes... Voyez-vous, on a même un endroit où on est dans les trésors. J'ai oublié celui-là ici. C'est vraiment cool. Donc, c'est ça, même dans les moments où il y a plus d'action, je pense que le plus qu'on va avoir de dialogue, mettons, c'est comme ça. Donc, c'est pas super dense. Ça vaut le coup. Donc, je dirais, c'est un peu, ça me fait penser à plein de choses. Ça évoque des récits fantastiques, ça fait des références à l'histoire de l'art. Ça fait référence à des contes et légendes, des peurs qu'on peut avoir, des figures importantes qui sont liées à des peurs. Il va rencontrer un crâne, il va rencontrer un fantôme, il va rencontrer une espèce de blurbe, l'espèce de gros truc vert. Donc, ça fait vraiment référence à ça. Fait que c'est sûr que au début, quand ça a commencé, je me suis posé la question, est-ce qu'on est vraiment dans un univers qui fait penser un peu au Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll? C'est un peu ça, je vous dirais, dans le sens où il faut accepter qu'il va y avoir des choses qui sont un peu fantastiques, donc il faut qu'on accepte tel quel, qu'on ne se pose pas de questions. Il faut accepter qu'on plonge dans une aventure dans laquelle on ne saura jamais trop si on est exactement, totalement dans le réel ou avec un pied dans l'imaginaire. Mais jamais dans l'histoire, il y a... ça fait référence au fait que ça peut ne pas être vrai. Donc, on suit Milo, qui est le héros de l'histoire. C'est vraiment une histoire d'aventure. C'est une histoire d'amour et d'amitié également, parce que c'est sûr que Milo va quand même aller chercher la chaussette de sa sœur parce qu'il tient à sa sœur. Puis les gens qu'il va rencontrer, les créatures qu'il va rencontrer sous la terre vont devenir ses amis, puis ça va le tester également par rapport à l'amitié. C'est super intéressant. Il y a tellement différents niveaux de lecture. Je pense qu'un jeune lecteur va juste voir l'aventure qui se passe, puis les créatures qui sont un petit peu grinçantes, puis un peu effrayantes, puis voir est-ce qu'il va arriver à sa mission. Ça, c'est comme le premier niveau. Mais après ça, quand on soulève un peu la première couche, il y a plein de références, il y a plein d'analogies qu'il peut y avoir. Puis c'est tellement riche, c'est tellement agréable. En tout cas, je vous dis, là, vraiment, c'est un coup de cœur. Donc, n'hésitez pas, la version en français existe également. Donc ça, excellente découverte. Mais je l'avais acheté en sachant, Benatka, à date, j'ai jamais été déçue. Donc, peu importe les séries qu'il a faites, j'ai jamais été déçue. Je pense à ça, série que j'ai pas lu, je pense que c'est Animal Jack. Il me semble que c'est lui qui fait ça aussi. Puis il me semble que c'est une espèce de jonction entre, justement, Zita et Jack. Je me souviens plus. Non, c'est pas lui qui fait Animal Jack. Ah oui, j'avais lu aussi. Il a fait aussi Petit Robot. Ouais. À date, tous les livres que j'ai lus de lui, j'ai jamais été déçue. Donc, voilà pour la lecture. Et sinon, je viens tout juste à l'instant de terminer mon écoute de Chagrin d'école de Daniel Pénac, lu par Daniel Pénac. Et c'est... Je sais pas comment parler de ça. Je suis pas sûre que je vais pouvoir vous en dire beaucoup. J'aimerais mieux que vous en profitiez pour le lire. Je pense que c'est un livre, surtout pour ces temps-ci, avec ce qui se passe en tout cas au Québec, avec la grève des enseignants, mais c'est un livre qu'il faut
disséminé à tout vent. C'est un livre essentiel, puis raconté par Daniel Pénac, c'est majeur. C'est comme si j'avais écouté une entrevue avec lui de 5 heures, parce que là, cette fois-là, c'est vraiment... c'est une espèce... C'est vraiment comme un essai avec des pointes de référents biographiques, mais en même temps, plus pour essayer de desservir son argumentaire, qui est vraiment une réflexion euh, sur l'enseignement, comme je vous disais, sur la perception de la personne qui a des difficultés d'apprentissage, autant par l'élève en tant que tel, que par l'enseignant, que par la société, que par les parents. Ça va aborder différents angles, puis ça va même se terminer sur, on va vraiment plus loin, là, sur le fait que même la société de consommation dans laquelle on a plongé, on est plongé, affecte aussi la perception que le jeune peut avoir de lui-même, puis la perception que les jeunes en difficulté d'apprentissage peuvent avoir de cette consommation-là. En fait, pour Daniel Pénac, en tout cas, ça fait d'eux des gens plus vulnérables, justement parce qu'ils ont tellement de vulnérables, je veux dire, à la surconsommation, puis à justement se faire un peu prendre par ça, parce que quand ils ne rencontrent pas nécessairement les bonnes personnes sur leur chemin, dans le sens peut-être des enseignants ou des personnes significatives qui vont leur permettre de reprendre confiance en leurs capacités, puis de respecter, de les accepter tels quels avec le rythme qu'ils ont, puis qu'eux-mêmes apprennent à accepter le rythme qu'ils ont, puis à avancer malgré tout et tout ça. Bien évidemment que s'ils ne rencontrent pas, c'est des personnes qui vont faire en sorte qu'ils vont arriver à s'ancrer en eux-mêmes. C'est sûr qu'ils vont être plus fragiles à la récompense instantanée, entre guillemets, la fausse récompense, l'acceptation achetée, dans le fond, comme parce que la consommation, évidemment, que c'est des marques et tout, c'est pour la reconnaissance, mais c'est évidemment quelque chose qui est artificiel puis c'est en surface. Donc, c'est intéressant parce que ça se termine même sur cette partie-là. C'est une réflexion de l'auteur. Il y a des fois où il va évoquer, comme je vous disais, des souvenirs des personnes, de ses profs significatifs. Comment il pense puis que lui a enseigné pendant des années, mais comment il pense qu'un enseignant, qu'est-ce qui peut faire la différence entre un bon enseignant puis un enseignant qui n'arrive pas à aller chercher ses élèves là où ils sont? Est-ce que c'est un manque d'empathie? Est-ce que c'est des gens qui ont toujours eu de la facilité puis qui ont de la difficulté à oublier, à prendre conscience que ça se peut que, mais à réaliser comment ça peut être de ne pas comprendre du tout une partie de matière et tout? C'est intéressant, c'est pas moralisateur, en même temps, c'est quand même un essai où il prend position, mais je trouve ça super intéressant. C'est pas un essai qui va dire avant c'était mieux ou avant c'était pire, ou c'est juste avant c'était comme ça, maintenant c'est rendu comme ça. Puis lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de mettre en lumière les liens qu'il peut avoir justement. Qu'est-ce qui est resté pareil? C'est ça il commence en disant son livre, en ouvrant son livre en parlant de ça, que oui, les années ont passé, l'humain a évolué, la société a évolué, mais pourtant, c'est encore pareil dans certains cas sur la perception. En fait, l'éducation, comment on réagit à ceux qui n'entrent pas dans le moule de l'éducation. Il y a un petit hommage aussi, parce que tout le long, il va parler justement à quel point c'est important d'aller chercher les élèves là où ils sont. Puis bien évidemment que ça va plus parler d'élèves en difficulté. Lui-même ayant été un élève en difficulté, puis ayant enseigné beaucoup à des classes d'élèves en difficulté, pas que, mais entre autres. C'est sûr que la place est grande, elle est donnée à ces élèves-là, mais à la fin, il y a quand même une petite partie où il évoque que comme enseignant, bien entendu qu'il va avoir aussi l'élève idéal, mais que dans le fond, ces élèves-là sont comme autonomes par eux-mêmes parce qu'ils rentrent dans les cadres, ils n'ont pas besoin nécessairement. C'est quand même le fun pour un professeur d'avoir un élève idéal dans le sens où ça peut peut-être juste lui permettre de des fois se dire ah, tu sais, ça. Mais en même temps, c'est pas ça qui. L'accent n'est pas mis là-dessus justement parce que pour lui, on dirait que pour lui, les. Ben, en fait, puis il dit on dirait parce que j'ai quand même commencé un peu mon début de vie en enseignement. Finalement, j'ai pas poursuivi, mais je suis totalement d'accord avec le fait que c'est avec des élèves qui semblent inaccessibles ou qui semblent enfermés en eux-mêmes ou qui semblent complètement en dehors de qu'est-ce que la société, ce dans quoi la société veut les faire entrer. C'est avec ces élèves-là, quand on arrive à aller les chercher, que les petites victoires, entre guillemets, pour eux-mêmes, pour l'élève, et non pas pour l'enseignant, mais que les petites victoires dont on est témoin sont les plus marquantes, je trouve, les plus
que ça chamboule, que ça reste en mémoire, que ça se grave. Pas parce que nécessairement l'enseignant a quelque chose à y voir, mais parce qu'il était témoin de ça, puis que voir un élève sortir un peu de sa coquille, sortir un peu de soit d'une inertie ou d'une bulle, c'est toujours quelque chose qui est super, super inspirant. Je ne suis pas sûre que je vous en parle correctement, mais sachez que c'est vraiment un essai à découvrir. Si vous avez déjà lu comme un roman, ça va dans le sens un peu, c'est juste que comme un roman, c'est un petit côté un petit peu plus, je dirais, il y a moins de prise de position dans comme un roman. Ben oui, par rapport à passeurs littéraires, puis si on veut que les jeunes lisent, il faut leur permettre d'aimer lire. Et donc pas de leur rentrer la lecture comme un dogme dans la tête. Mais c'est comme juste une partie de ce qui va être abordé justement dans Chagrin d'école. Puis il va vraiment faire voir à quel point des élèves qui sont en difficulté, à quel point ils peuvent être dans la solitude quand même, malgré le fait que de l'extérieur, peut-être que c'est des élèves billes qui revolent partout comme dans un flipper parce que c'est une façon comme une autre d'exister que de se manifester de cette manière-là, étant donné que c'est pas nécessairement l'école qui, pour eux autres, semble les accueillir puis leur donner les clés pour essayer de déverrouiller toute cette connaissance-là. Mais je pense que je me perds en chemin. C'est juste parce que je suis comme trop dans mon truc. Mais c'est ça, dans le fond, c'est sûr que c'est en lien avec comme un roman, mais vous pouvez les lire séparément. Mais j'aurais tendance à vous dire de commencer par Chagrin d'école, puis que comme un roman, c'est comme une espèce de petit complémentaire bonbon, même s'ils ont été écrits finalement en décalé, là. Je pense que comme un roman est venu avant Chagrin d'école, mais quand même. Puis si vous avez la chance d'écouter les livres de Daniel Pénac, lus par Daniel Pénac, il n'y a rien qui peut se comparer à ça. Je les ai lus, j'ai adoré La plume de Daniel Pénac. Mais il n'y a rien qui se compare à ça. Puis Chagrin d'école, je l'ai lu à sa sortie. Puis je pensais que je l'avais d'ailleurs à la maison parce que je voulais vous l'apporter pour vous le montrer au moins pour la fin. Mais je ne l'ai pas. Donc, je vais falloir que je me trouve ça. Mais il me semblait que je l'avais, je comprends pas. En tout cas, peut-être que je l'ai offert en me donnant en cadeau ma copie parce que moi, je suis un peu comme ça. Là. Souvent, je vais piger dans mes livres pour pouvoir les offrir et tout. Mais je pense que là, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Puis quand je l'avais lu, j'avais retenu plus le côté, c'est drôle comment j'avais retenu plus le côté de la partie qui concerne l'élève en difficulté que Daniel Pénac a été. Mais j'avais moins, on dirait, retenu la partie qui est aborder cette situation-là, puis la situation de l'éducation en général, puis de l'éducation à l'élève en difficulté en particulier, puis la prise de position sociale, puis la prise de position. Toute cette partie-là, on dirait qu'elle m'était moins restée en tête, alors que c'est un gros morceau de l'essai, puis c'est super intéressant. Donc là, je l'ai comme un peu redécouvert. C'était une relecture, mais j'avais juste lu une fois, puis ça valait vraiment le coup. Puis je pense que c'est quand même un essai que je vais relire plusieurs fois. Mais comme je vous dis, osez le livre audio pour ceux-là. Là, je ne sais pas s'il est disponible. Il me semble que oui, parce que c'est pas nouveau, là. C'est chez oui, Écoutez lire. Il me semble bien qu'il est disponible au Québec, cette version-là aussi. Puis ça, ben, les Écoutez lire, habituellement, c'est disponible en bibliothèque pour les bibliothèques ont des livres audio, mais bon, c'est sur support CD, là. Encore faut-il que vous ayez un lecteur qui permet de les écouter, mais sinon, maintenant, il existe quand même en livre audio numérique, donc ça vaut la peine. Puis moi, voyez-vous, je l'ai écouté sur Nextory, qui est une plateforme d'écoute qui offre un forfait mensuel, mais bon, moi, je suis encore dans un essai gratuit, mais je l'ai écouté sur Écouter lire, mais sinon, sur Écouter lire, sur Nextory, mais pour vrai, ça se trouve assez facilement. Fait n'hésitez pas à écouter Daniel Pénac, lu par Daniel Pénac, mais aussi à le lire. J'ai l'air d'être une crinquée de Daniel Pénac, mais je pense que j'en suis une, puis je le redécouvre presque de 15 ou 20 ans après les premières fois où j'ai lu Daniel Pénac, puis je pense que c'est intéressant de voir comment c'est des livres qui, je sens, sont des compagnons, qui vont m'accompagner toute ma vie, dans le fond, à différents moments de ma vie, à différents moments où je comprends les choses différemment, puis que je retrouve toujours d'autres dimensions à apprécier et à savourer dans son œuvre. Donc, bon, j'arrête de faire un fangirl fini, là. Je vais arrêter de vous en parler, mais voilà, donc, lecture excellente. Donc, pour deux livres vraiment différents, donc, roman graphique, coup de cœur, mais également lecture de Chagrin d'école en livre audio, lu par Daniel Pénac, coup de cœur total, puis je pense même que, je sais pas trop, là, mais je pense que pour les en livre sous sapin, il existe aussi en format, excusez-moi, j'ai un gros chat dans la gorge,
avec Noël qui arrive, même si on est tout près, sachez qu'il existe en roman en format poche chez Folio. Donc, des fois, si jamais vous voulez l'offrir, ça peut être une façon, c'est à petit prix. Sinon, si c'est pour vous, ben c'est dans toutes les bibliothèques. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas le découvrir. Alors, c'est ma recommandation du jour, du vlog et de l'année, je pense. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais boucler ici ce vlog du jour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu noter quelques titres inspirants. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais le cœur vous en dit. Si jamais vous aimez mon contenu, évidemment, petit pouce en l'air, abonnement, commentaire, partage sur les réseaux. Toujours apprécié, mais comme vous le savez, je suis là parce que ça me tente, parce que j'aime ça, échanger avec vous. Et je vais évidemment être au rendez-vous pour le prochain vlog. Alors, il ne nous reste plus qu'à dire à demain!